Nous sommes à Toulouse en compagnie de William Lemaître de l'auto-école OR0. Nous sommes devant un de ces véhicules, une Mini 100% électrique, et nous allons partir dans les rues de Toulouse pour essayer cette nouvelle façon d'apprendre à conduire avec un véhicule 100% électrique. Allez, on est parti, on va voir comment ça se passe le permis. Alors le principe c'est quoi? Donc le principe, c'est que il y a 2 ans, on s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir nous aussi passer cette transition écologique dans notre métier tout simplement. Et donc on a créé WeAre0, l'auto-école qui est complètement décarbonée, avec une application qui permet de tout faire à distance et donc d'éviter les déplacements à l'auto-école. Ensuite du simulateur de conduite pour les premières heures en sécurité dans notre local Place Saint-Sernin à Toulouse. Et ensuite, à bord de la Mini électrique pour le concret. Un élève vient, s'installe au volant de cette Mini électrique. Alors on va partir, on va rouler un petit peu. Comment est-ce que ça se passe? Admettons, voilà, je suis dans la position qui est la vôtre, vous êtes un élève, on démarre, comment ça se passe? Le plus simplement du monde, parce que déjà, il n'y a pas de bruit, ce qui pouvait être psychologiquement perturbant pour l'élève, de faire monter la voiture dans les régimes moteurs, ils avaient toujours peur. Des fois, ils nous disaient ouais, j'ai peur de la casser. Non, en fait, c'est normal d'aller chercher dans les tours du couple, de la puissance, etc. Donc, tu ne t'inquiètes pas, c'est normal que ça fasse du bruit. Là, on n'a plus cette notion de bruit. Ensuite, il n'y a pas besoin de s'enquiquiner la vie à passer des rapports de vitesse, à savoir quand est-ce que je mets la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Enfin, toutes ces choses-là qui peuvent paraître normales et habituelles à des conducteurs qui ont de l'expérience, pour des conducteurs novices, tout ça c'est casse-tête. Alors je ne parle même pas du dosage de l'embrayage qui est toujours problématique suivant la ville dans laquelle on apprend à conduire. Ça peut être un facteur stressant supplémentaire. Bon, on va aller dans les rues de Toulouse, voir un petit peu comment ça se passe. Allez, on est parti. La différence sur une voiture, on va dire, d'apprentissage thermique, elle se fait à quel niveau en milieu urbain? Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin, ou très très peu, de travailler ce qu'on appelle la compétence 1. Et la compétence 1, c'est savoir donc manipuler le véhicule. Et manipuler le véhicule, donc quand tu es dans un véhicule thermique, encore une fois, ça veut dire doser l'embrayage, doser le freinage. Bon, ça c'est évident que sur l'électrique, il faut aussi savoir le faire, mais de façon différente, parce que comme tu le sais, puisque maintenant tu es aguerri et tu en as essayé quelques-unes, le frein moteur est plus important, donc on leur apprend à doser ça. Mais en tout cas, plus besoin de cette troisième pédale qui était la pédale d'embrayage et qui était source de beaucoup de problèmes chez les conducteurs novices, chez les apprenants. Et encore une fois, tu vois, toute cette partie boîte de vitesse, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, qui faisait que l'élève finalement était concentré sur ce qu'il était en train de faire et pas sur son environnement. Donc là, ça recentre la concentration. Oui, complètement. D'ailleurs, il y a eu des études anglo-saxonnes qui ont été faites sur la différence d'accidentologie, si tu veux, entre un véhicule thermique et un véhicule en boîte automatique. Donc un thermique, boîte mécanique, ou une électrique ou une thermique en boîte automatique. Et les résultats sont quand même assez bluffants. On s'aperçoit que tous les véhicules en boîte automatique sont moins accidentogènes que les véhicules en boîte mécanique. Pourquoi? C'est simple. Le cerveau peut se concentrer uniquement sur l'environnement et pas forcément sur la manipulation du véhicule. Est-ce que je suis en troisième, en quatrième? Quel rapport de vitesse il faut que j'enclenche? Pendant ce laps de temps, finalement, qui est très court peut-être, où je suis en train de réfléchir à la manipulation de mon véhicule, je ne suis pas concentré sur l'environnement. Et là, effectivement, le véhicule électrique, ou en tout cas les véhicules à boîte automatique dans leur globalité, sont moins accidentogènes que des véhicules en boîte mécanique. Est-ce que l'électrique, justement, modifie l'apprentissage de la conduite? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez WeAre0, les premières leçons de conduite se font sur les simulateurs que tu as vus tout à l'heure, qui sont dans la grande salle, accompagnés évidemment toujours d'une enseignante qui est présente pour répondre aux différentes questions.
Et l'avantage de ces simulateurs, surtout dans les grandes agglomérations ou dans les villes de taille moyenne, c'est qu'aux heures de pointe, tu ne perds pas de temps de conduite, par exemple. Sur le simulateur de conduite, voilà, tu arrives dans l'agence, on t'installe et ta leçon de conduite peut commencer immédiatement. Alors, un permis de conduire que l'on passe sur un véhicule électrique comme celui-ci, est-ce qu'il y a une différence par rapport à un permis de véhicule, on va dire, classique, thermique? Si j'apprends sur ce type de véhicule, est-ce que je ne conduirai que de l'électrique ou est-ce que je pourrais conduire aussi du thermique? Comment est-ce que ça se passe? Alors c'est très simple. Le fait de passer son permis sur une voiture électrique ou sur un véhicule en boîte automatique, c'est la même chose, on ne pourra conduire qu'un véhicule en boîte automatique pendant les 3 premiers mois. Au bout de 3 mois de permis de conduire, je peux retourner en fait à l'auto-école, faire une formation de 7 heures et sans repasser l'examen du permis de conduire, mon enseignant me validera le permis en boîte mécanique. Est-ce qu'il y a un retour justement par rapport à cette possibilité de voir que les succès sont plus importants oui. Du fait d'avoir commencé... Sans problème. Oui. Alors là, c'est un grand oui. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, si on passe un permis de conduire en boîte automatique, on n'a pas le stress de se dire « je vais caler ». Tu as déjà vu une boîte automatique calée? Oui. Ça n'est pas possible. Donc, on n'a pas le stress de je vais caler, je vais me tromper de vitesse. Ça, c'est fini. Donc, tout ce stress-là, tu l'enlèves le jour de l'examen du permis de conduire. Donc, le taux de réussite lors d'un examen en permis boîte automatique est plus important que, encore une fois, en boîte mécanique. Quelle est la motivation de changer de mode d'énergie pour apprendre à conduire? Alors, en fait, c'est venu il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on est venu nous chercher pour participer à un Startup Challenge. Et puis, à Rodez, quand on est venu nous chercher, on s'est dit, tiens, est-ce que ça ne serait pas le moment de repenser un peu notre métier? On sait qu'on fait partie donc des métiers de l'automobile, on le sait, le secteur de l'automobile est en pleine mutation, il est en train de faire sa transition écologique. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire dans le monde de l'auto-école? On est parti d'une feuille blanche et on a créé We Are Zero. Et au niveau de l'organisation d'une journée avec un véhicule électrique comme celui-ci, on n'y pense pas forcément avec un véhicule thermique, mais comment ça se passe? Le véhicule, on le charge la veille pour l'utiliser la journée, on le recharge au cours de la journée, ou est-ce que c'est un véhicule qui a une capacité suffisante pour rouler une journée d'apprentissage? Alors oui, effectivement, il faut être organisé. Organisé dans le sens où le véhicule, il faut penser à le brancher le soir pour qu'il soit prêt le lendemain. Ça, c'est une évidence. Malgré tout, si on oublie, avec des charges rapides, on peut très bien, en cours de journée, la mettre à recharger et récupérer au moins 50% de la capacité de la batterie en moins d'un quart d'heure. Donc, c'est même plus un problème. Pour moi, il n'y a même pas de débat quant à l'autonomie. L'autonomie, voilà. il faut la réfléchir avant d'acheter le véhicule. Nous, on a fait des tests réels en auto-école avec ces véhicules pour se dire voilà, de combien en fait, d'autonomie on a besoin pour rouler au quotidien. On s'est aperçu qu'en fait, on faisait 150 km par jour. D'accord, donc c'est l'utilisation qui a créé en fait ou qui a permis de trouver le véhicule qui correspondrait à ce que vous souhaitez faire en cours de journée. Donc 150 km de parcours moyen, on peut très bien les faire en électrique. Est-ce qu'à terme, les auto-écoles, alors c'est un peu de prospective, mais est-ce qu'à terme les auto-écoles n'auraient pas intérêt à passer en électrique, hormis la concurrence que ça pourrait vous faire? Le week-end dernier, j'étais à Lille, à un congrès, le congrès du CNPA, branche éducation routière. Et en fait, le thème de ce congrès, c'était l'auto-école fait sa révolution. Et dans les ateliers qui étaient proposés, il y a des mots très forts qu'on entend de plus en plus au sein de notre profession. Écologie, véhicule électrique, borne de recharge, charge map, pour ne pas les citer, etc. Et c'est quelque chose que je n'avais pas entendu il y a 2 ans. J'avais été à ce même congrès, mais à Suresnes, dans la région parisienne. Et ça avait été très peu évoqué. Et là, aujourd'hui, on sent qu'en tout cas, dans notre profession, il y a un réel virage qui est en train de se prendre. Il y a un virage à l'auto-école. Complètement, ouais, tout à fait.
on est en train de longer le canal, donc on est près de la gare Matabio. Donc, en général, un des endroits de Toulouse assez fréquenté. Donc là, on est toujours dans notre Mini 100% électrique avec William. Donc là, en fait, c'est, j'allais dire, le quartier type d'une leçon quotidienne pour un élève, pour un apprentissage urbain. Donc en termes de signalisation, en termes de trafic et donc de maîtrise de la voiture, on est vraiment dans la configuration optimale. Ah oui, là c'est vraiment la scène classique de ce que rencontre un conducteur toulousain au quotidien, hein. Donc on essaye, nous, de notre côté, de former les futurs jeunes conducteurs toulousains à cette infrastructure, hein, parce que c'est une infrastructure qui est dense, à la fois très dense, mais aussi très diverse. Quels sont les aménagements qui sont nécessaires sur ce type de véhicule? Qu'est-ce qu'il a été obligé de faire techniquement? Alors, ce qu'on a fait évidemment techniquement, c'est surtout l'installation des fameuses doubles commandes que tu as à tes pieds. Et là, c'est vraiment un aménagement ultra spécifique, puisque la voiture dans laquelle tu es assise, c'est vraiment la première Mini électrique qui a été homologuée en France, avec l'accord évidemment de BMW et Mini France, hein, parce que tu ne peux pas la faire homologuer que parce que tu en as envie. Il faut quand même aussi demander l'aval du constructeur, puisque tu transformes quand même un de leurs véhicules, hein. Et du coup, donc, tu as les deux pédales, mais aussi tu vois le petit boîtier que tu as là-bas, qui permet à l'enseignant de pouvoir pallier au manquement de l'élève assez rapidement, tu vois, s'il oublie de mettre un clignotant, s'il ne met pas les feux, etc., etc. Et évidemment, le klaxon aussi. Alors le concept de cette auto-école avec Mini et des Mini 100% électriques, vous l'avez développé sur combien de sites et quels sont les projets que vous pourriez avoir? Pour le moment, il n'y a que le site de Toulouse qui est ouvert. Nous avons déjà le local pour Montpellier. Et là, on est en train de rechercher un local pour Paris. On espère avoir ouvert à minima Paris, Lyon et Bordeaux pour l'année prochaine. Et ensuite, on devrait être sur les 10 plus grandes villes de France d'ici la fin 2023, si tout va bien. D'accord. Est-ce que c'est aussi en lien avec les annonces qui ont été faites dernièrement sur l'abandon du 100% thermique d'ici 2035 également? Est-ce que ça concourt à tout ça? Complètement. On sait très bien que de toute façon, dans les grandes agglomérations, le développement des ZFE ne va pas aider les auto-écoles à travailler. Donc il faut trouver en tout cas des solutions alternatives pour qu'on puisse continuer à enseigner la conduite automobile sans nous aussi polluer, hein, puisqu'il s'agit de ça, hein, avant tout. C'est pas une question, tu vois, de rentrer dans les clous ou pas, c'est aussi une question d'arrêter cette pollution dans les centres-villes, hein. Elle est présente, c'est indéniable. Donc qu'elle soit sonore, hein, on en parlait tout à l'heure, le bruit est pour moi une forme de pollution aussi, sans parler après évidemment du CO2, les gaz d'échappement, etc. Est-ce que justement tout ce qui se passe par rapport à l'écologie ou par rapport aux émissions de carbone a modifié dans votre activité? Est-ce que véritablement il y a eu un changement de métier ou est-ce que c'est un métier qui s'est adapté? C'est un métier qui est en train de s'adapter. C'est un métier qui commence à réfléchir. De toute façon, on est obligé, hein, là aujourd'hui, de par les constructeurs, de commencer à réfléchir sur l'avenir de notre métier, puisque dans mon cas de figure, comme tu le sais, moi j'aime beaucoup travailler avec Mini. Ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on travaille avec eux. Aujourd'hui, si tu veux une Mini hatch, c'est-à-dire une Mini 3 portes en diesel, neuve, ça n'existe plus. Ça fait 2 ans environ que Mini ne produit plus cette petite citadine en diesel. Et aujourd'hui, c'est le cas de plusieurs constructeurs. Les citadines en diesel ne sont plus produites. Donc il faut absolument que notre métier change, parce que, encore une fois, les petites citadines, Clio, 208, etc., c'était ce qui était le plus vendu finalement
en auto-école. Voilà, donc c'est moi qui me retrouve cette fois-ci en position de conducteur, donc comme un élève. Donc on va en fait partir pour une leçon un petit peu particulière. Donc comment est-ce que ça se passe au départ quand vous avez donc l'élève qui est à cette place-là pour lui expliquer, lui indiquer, voir un petit peu comment est-ce qu'on démarre, comment est-ce qu'on va partir. Donc déjà au préalable, il a effectué ses heures sur le simulateur de conduite. Le simu lui a déjà donné un certain nombre d'indications, il a déjà fait un certain nombre d'exercices, etc. Donc quand ils arrivent dans la voiture, ces élèves ne tombent pas des nues, hein, ils ne sont pas surpris de retrouver un volant, etc. Puisqu'ils l'ont déjà eu sur le simulateur et ils ont appris à faire un certain nombre de choses. Donc quand ils arrivent en fait dans la voiture pour la première leçon, on leur réexplique juste où se situent les commandes dans un premier temps, puisqu'on va partir en circulation, il faut quand même qu'ils arrivent soit à mettre les clignotants, ils l'ont fait sur le simulateur, mais pour les rassurer, tu vois, on va leur indiquer à nouveau où c'est. Et évidemment, toutes les commandes, on va faire de la même chose. Et après, donc, on va passer à leur expliquer un peu le fonctionnement de la boîte auto sur ce véhicule électrique. Et puis voilà, et puis après on va les retravailler surtout tout ce qui est le regard, tout ce qui est la tenue du volant, tout ce qui est le dosage, parce que le dosage ne sera pas le même que sur le simulateur évidemment, hein, quand on change de voiture, et tu le sais puisque tu en essayes quelques-unes, d'une voiture à l'autre, les dosages sont différents, et donc c'est ça qu'on va commencer par travailler. On va partir dans les rues de Toulouse, donc voilà, donc c'est un petit peu un retour aux sources quelques années en arrière avec l'auto-école, mais cette fois-ci donc avec une motricité et donc là il faut retrouver un petit peu ces marques avec une Mini, hein. On passe de véhicule à... Alors quand on fait une marche arrière, on n'oublie pas de regarder dans ce rétroviseur. Pas du tout, derrière, en vision directe. Ah oui, c'est du direct. Directement, ouais. Exactement, ouais. Alors comme quoi les caméras de recul sur les véhicules, maintenant on s'en sert, ça sert à quoi alors? C'est une aide à la conduite, mais ça ne doit servir que d'aide à la conduite. Hein. Et là normalement on remet le clignotant puisque tu vois il s'est enlevé. J'ai l'impression d'être revenu 30 ans en arrière, à peu près. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais. Voilà, donc en fait là on roule sur un petit filet, j'allais dire électrique, hein, très simple. Je fais attention parce que j'ai un moniteur à côté, donc je regarde maintenant à droite à gauche. Hein. C'est bien, c'est bien. Mais normalement il faut le faire au quotidien quand même. Ouais, hein, ouais, c'est ouais. pas que quand je suis là. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tendance quand même à... Alors les vélos en sens inverse, il y a beaucoup de communes qui font ça, j'avoue que c'est assez perturbant. C'est déroutant au début, après finalement ça se passe très bien. Parce que pas là, ils nous voient, oui. C'est bien, mais en plus, ils ne nous entendent pas. Alors ça aussi, en ville, comment est-ce que ça se gère? Le fait d'avoir des véhicules électriques où les piétons n'entendent pas toujours les véhicules électriques. Alors ils entendent moins, ça c'est indéniable, il n'y a pas de souci là-dessus. Et effectivement, c'est le seul point noir finalement qu'on pourrait reprocher à un véhicule électrique en agglomération. Si je ne te raconte pas de bêtises, il a été décidé que de façon obligatoire, tous les nouveaux véhicules électriques sortiraient avec un léger bruit de fond. Je ne sais pas si tu as déjà entendu les Zoé, tu vois, quand elles passent, finalement, tu les entends. Quoi. Ouais. Là, ça va être obligatoire sur tous les véhicules électriques. Alors, est-ce que là aussi, justement, par rapport à un élève qui est en volant, il a aussi cette notion de lui dire, bon, attention, on est silencieux, donc obligatoirement, les véhicules, ils le ressentent. Ils le ressentent. Ouais, vraiment, hein, le terme ressenti est bien choisi parce qu'ils s'aperçoivent que les gens, en tout cas, n'ont pas la même attitude parce que ces élèves-là ont déjà été en voiture avec des parents qui ont des véhicules thermiques, donc ils ont déjà vu la réaction des gens quand on nous entend arriver. Et là, effectivement, ils s'aperçoivent que c'est plus du tout le cas. Donc ils sont beaucoup plus vigilants quant aux piétons. Tu verras tout à l'heure quand on sera dans les rues un peu plus piétonnes de Toulouse. C'est juste incroyable parce que les gens réellement ne nous entendent pas du tout. Donc il faut être beaucoup plus vigilant quand tu es dans les rues piétonnes parce que les gens ont cette habitude aussi, tu vois, de faire à l'oreille. Hein. Ouais. T'as vu le frein moteur ? Oui, c'est vrai qu'il est quand même
assez puissant sur la Mini. Il y a deux modes de réglage en fait, si tu veux, sur la Mini, via ce petit bouton qui est ici. Ouais. Là, on est vraiment sur un mode où on est sur énormément de récupération d'énergie. Donc en ville, Ouais. c'est quasiment celui-là qui On laisse celui-là. C'est celui de toute façon, quand tu démarres la voiture, c'est celui qui s'impose directement. Voilà, parce que certains véhicules, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut le mettre après. Donc par défaut, Exactement. c'est celui qui est le plus Exactement. récupérateur qui est là. Ouais. Il y a des marques qui font aussi ce choix de... Tout à fait. Je préfère ce choix-là, hein, personnellement, tu vois, d'avoir ce mode de récupération d'énergie. Au final, tu t'aperçois que tu es sur du one pedal drive. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire qu'on supprime. C'est la Leaf. Exactement. Voilà. Enfin, moi, pour ma part, je peux faire aujourd'hui 200 km sans avoir à toucher au frein. Alors là, on oublie les palettes de certains véhicules qui ont aussi un système de régénération, mais c'est plus facile d'apprendre l'électrique avec ce type de récupération que, on va dire, après d'avoir choisi d'autres véhicules pour l'auto-école. C'est plus simple d'avoir ce type de récupération et de motorisation que d'autres possibilités. Pour moi, c'est évident. Pour moi, c'est évident, si tu veux, de pouvoir leur montrer l'utilité aussi de la récupération d'énergie. On est sur du véhicule électrique. On est vraiment sur cette sensibilisation en mode écologie, en mode récupération, etc. Si tu ne leur montres pas, ça marche moins bien, quoi. C'est vrai que là, on oublie un peu le côté justement première, seconde avec l'embrayage, etc. Alors, on a le pied, voilà, j'ai le pied gauche qui est posé. Alors c'est vrai que je me force un petit peu souvent à mettre le pied gauche dans un coin pour oublier en fait la pédale d'embrayage, hein, quand il n'y en a pas. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le problème, ou du moins la question de se dire il faut que je fasse patiner mon embrayage, que je ne cale pas, etc. Là, on appuie, on lâche le frein et donc avec cette régénération, hop, on freine jusqu'à l'arrêt. Alors pour en avoir parlé, tu vois, avec mon concessionnaire préféré, je leur disais, mais c'est extraordinaire parce que finalement, quoi, je ne freine plus du tout. Et là, le chef d'atelier me dit, essaye quand même de freiner de temps en temps, sinon les disques vont rouiller. Parce qu'il y a cette problématique-là de ne pas utiliser justement trop souvent les disques et les plaquettes. Exactement. Parce qu'on est sur de la régénération, on va dire, conséquente, que les freins pourraient se détériorer, on va dire. Exactement, ouais. Ah ouais. D'accord. Il faut de temps en temps, du coup, tu vois, freiner quand même pour que le système de freinage, il fonctionne de temps en temps et pas qu'il grippe, quoi, tu vois. C'est vrai que là, il va falloir apprendre aux élèves à maintenir presque la pédale d'accélérateur un peu presque en continu, parce que dès qu'on relève, on arrête. Hein. Oui. Le véhicule s'arrête de lui-même de toute façon à partir du moment où tu remontes trop ou complètement la pédale d'accélérateur. De façon sécuritaire, évidemment, quand tu as ce freinage-là qui est quand même assez important, les feux stop s'allument. Hein. Souvent, c'est la question tu vois, qui revient. Oui. C'est « Ah ouais, mais attends, mais ça freine fort, et les gens derrière, comment ils font ?» Eh bien non, c'est automatique. On est dans un environnement très, vraiment, presque je dirais, aseptisé en termes de bruit, de moteur. La formation de 7 heures suffit quand même à repasser sur un véhicule, on va dire, de l'ancien monde, pour faire simple, sans parler d'hybride, vraiment mécanique. Alors déjà, la première chose, c'est que les gens qui y ont goûté, ils n'ont pas envie de passer sur de la thermique. Pas sur de la thermique, hein, parce que je suis en train de me tromper de terme, sur de la boîte mécanique. D'accord ? Les gens qui passent un permis en boîte automatique, une fois qu'ils y ont goûté, n'ont pas envie de toucher une boîte méca. Parce que c'est contraignant, pour tout un tas de raisons. Ceux qui viennent pour faire cette formation de 7 heures, la formation de 7 heures, finalement, elle se passe très bien, puisqu'on a juste à se concentrer sur la boîte de vitesse et pas sur l'environnement, puisqu'ils ont déjà l'habitude de l'environnement. Ça a été fait. Donc en fait, ça va très vite. Les gens, tu vois, souvent, encore une fois, c'est une question qui revient. C'est ouais, mais on va avoir du mal à s'habituer, etc. En fait, non, pas du tout. Hein. C'est très, très, très rare qu'il y ait des complications à apprendre après sur une boîte méca. Mais encore une fois, ce qui se passe, c'est que quand on a fait puisque c'est 7 heures de formation,
Quand tu as commencé à faire les 2-3 premières heures, les gens, ils sont en train de s'interroger sur leur présence dans cette voiture à ce moment-là. Ah oui. En se disant, en fait, non, mais j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie de ça. La seule raison qui fait qu'ils vont poursuivre cette formation ou qu'elle ait un réel intérêt pour eux, c'est professionnel. C'est-à-dire que dans leur boîte, il y a encore des véhicules en boîte mécanique Ouais. et du coup, ils sont un peu contraints de passer cette formation. Mais sinon, si ça restait à titre personnel, ils resteraient avec leur véhicule. Ouais, donc là, on serait dans le cas type d'ailleurs d'un démarrage en côte avec Avec un élève, il Avec serait en un train de élève stresser, pour débrayer. tu vois, de première. chercher, ça Voilà. sentirait déjà l'embrayage, tu vois. Voilà, alors que là. Là, non, rien, c'est d'une simplicité déconcertante, quoi. Voilà, donc on vient de rentrer de notre petit parcours dans Toulouse. Donc on a fait quelques kilomètres dans le hyper centre-ville et donc on a pu se rendre compte que cette mini électrique, cette voiture à énergie uniquement électrique permettait de pouvoir apprendre à conduire de façon la plus simple. Alors si on devait résumer un petit peu j'allais dire votre métier maintenant de moniteur d'auto-école, est-ce que ça vous a changé la vie? Est-ce que ça a modifié des choses? Est-ce que vous reviendrez à avant? Comment votre ressenti après quelques mois d'utilisation maintenant de ce type de véhicule? Je reviendrai jamais avant, c'est pas possible. Une fois qu'on y a goûté, il y a un tel confort de conduite, une telle facilité d'apprentissage que c'est juste impossible de revenir en arrière. D'accord, donc l'essayer, c'est un peu l'adopter? Ah oui, c'est plus que l'adopter, hein. On veut en acheter une juste en partant d'ici, quoi. Bon, en tout cas, moi j'ai fait quelques kilomètres avec, je suis pas convaincu que le permis j'aurais eu. Peut-être que je revienne pour d'électrique cette fois-ci. Là.